Dear Valid people. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Gazette Café et pour cette énième conférence de Dear Valid People. Alors, il y a des têtes que je ne connais pas trop et certaines que je connais. Par lever de main, qui n'a jamais assisté à une émission de Dear Valid People? Ok, on va dire les 3/4 de la salle. Donc, Dear Valid People, c'est une émission qui a été créée en 2019 par Damien Farjou, ici présent. Il y avait une chronique hebdomadaire sur Radio FM+, qui est une radio locale associative avec laquelle on est partenaire. Donc toutes les semaines, l'idée c'était de parler de handicap et d'interagir avec des gens concernés. Parce que le constat c'était un peu celui-là, c'est que dès qu'on parle de handicap, on parle de handicap avec des personnes qui sont pas forcément concernées, qui travaillent ou sur ces thématiques, sur cette thématique, mais pas forcément directement concernées et à qui la parole n'est pas forcément toujours donnée. Donc l'idée c'était de mettre ça en place et petit à petit ça a pris la forme de cycles de conférences ici, qu'on anime donc une fois par mois sur diverses thématiques, handicap et associés. Moi, je m'appelle Camille Carneguez, j'ai rejoint l'émission avec Damien. D'un point de vue un peu technique, l'émission elle est enregistrée et elle repasse après sur les ondes de la radio et également sur notre page YouTube. Donc c'est la raison pour laquelle on parle avec un micro. C'est une conférence qui est interactive. Vous pourrez évidemment, et vous serez les bienvenus, et vous êtes même forcés à poser des questions et à lever la main. Et même si on s'entend son micro, l'idée c'est de pouvoir entendre et que la conférence puisse être audible ensuite en podcast. Donc ça sera ce monsieur ici présent, qui est le microman de la soirée. Pierre aussi, c'est son prénom. Donc voilà pour l'introduction. Je vais laisser mes invités se présenter. Déjà, Béatrice Pradillon, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Béatrice, je viens à Montpellier et je suis cofondatrice de l'association qui s'appelle Les Dévalideuses. Et Les Dévalideuses, en fait, c'est une association doublement non mixte avec uniquement des femmes handicapées et on étudie en fait le croisement entre le fait d'être une femme et le fait d'être handicapée. Et il se trouve que j'ai aussi une petite émission radio, j'ai une chronique radio sur une radio concurrente, Divergence FM, et toutes les semaines j'ai une chronique qui s'appelle Viens de faire dévalider, où on parle des discriminations autour du handicap et un peu plus, voilà. Tu es déjà connaisseuse de l'exercice radiophonique. C'est ça. Pauline Chevelier-Boussereau, bonsoir. Bonsoir Camille Carneguez. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Donc, comme vous le remarquez, c'est la première fois que je fais de la radio, donc moi, j'ai moins l'habitude de parler dans un micro. Donc, je travaille actuellement à l'Observatoire des violences faites aux femmes, intrafamiliales et sexistes de l'Hérault. Et je suis militante féministe également depuis une quinzaine d'années. Et je remercie Camille de m'avoir invitée ce soir pour parler notamment de l'engagement et la place des femmes en situation de handicap dans la lutte féministe. Ok, parfait, très belle introduction. Toutes les deux, au-delà de votre casquette professionnelle, on va dire, et engagée, vous êtes des militantes, tu l'as dit Pauline. Comment est-ce que c'est peut-être arrivé déjà dans vos vies respectives? Béatrice, dans un premier temps. Alors moi, c'est vrai que c'est la vague MeToo qui a commencé par faire
remonter plein de choses, de traumas, de faire des réalisations. Et en fait, j'avais envie de lutter dans une association féministe. Et j'ai pas réussi à cibler, à trouver une association féministe où je me sente à l'aise. Et en fait, à ce moment-là, sur Twitter, où j'étais assez active à ce moment-là, j'ai répondu à l'appel d'une nana qui disait mais ça vous dit pas, les femmes handicapées, on fait quelque chose ensemble. Et j'avais jamais pensé en fait à croiser en fait ma situation de handicap, parce que moi je suis sourde et appareillée, à la situation en fait d'être une femme. Et ça m'a énormément intéressée. Je me suis plongée là-dedans et maintenant ça fait 4 ans et c'est devenu une énorme partie de mes activités, on va dire. Donc moi, sur mon engagement féministe, je ne sais pas le situer, et je pense que ce sera pas forcément le sujet là en tant que personne valide, c'est moins impliquant sur ce sujet-là. En revanche, sur la question justement de la croisée des vulnérabilités croisées, si on le dit, et où des femmes dans des situations, notamment situations de handicap, se retrouvent d'autant plus vulnérables et victimes de violences, sont des questions qui m'intéressent depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte en discutant avec vous, en vous rencontrant aussi pour parler de ce podcast, qu'on avait très peu d'études qui étaient menées pour avoir des chiffres réels. Alors les chiffres sur les violences faites aux femmes, de la même manière, c'est déjà compliqué de manière large. Alors quand on recherche des chiffres qui sont beaucoup plus précis et sur notamment croisement handicap et femmes, alors là on arrive sur quelque chose d'assez flou, qui commence à émerger, mais avec grande difficulté, et un besoin, moi je pense, d'impliquer des personnes qui sont concernées, et donc justement des associations qui sont spécifiquement en double non-mixité, pour pouvoir aborder la question sous l'angle correct et pas sous l'angle des politiques publiques tel qu'on a l'habitude de le faire. Les violences sexistes et sexuelles, on va en parler, mais peut-être déjà dans un premier temps, on parle là de femmes et femmes handicapées, en situation de handicap. Est-ce que on peut essayer de dresser un espèce de portrait, un truc un peu imagé de quoi on parle quand on parle de femmes handicapées, et quels sont peut-être aussi les stéréotypes qui lui sont associés. Donc toi, Béatrice, peut-être au sein notamment des dévalideuses, vous avez souvent parlé de ça. Alors, ne vous vexez pas si je dis un nous quand je parle des femmes handicapées en général. Voilà, c'est un nous qui englobe tout le monde. Alors, certes, moi, mon handicap, il est pas directement visible. Alors, à part si vous me parlez en marmonnant et que je vous fais répéter 50 fois. Et là, vous verrez que je suis handicapée. Mais sinon, la plupart du temps, les gens ne le remarquent pas du premier abord. Mais voilà, on utilise un nous pour parler des femmes handicapées en général. Et alors c'est vrai que les femmes handicapées, on a un petit peu du mal à dire alors c'est quoi en fait qui nous caractérise, c'est quoi, quelles sont les attentes particulières, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, en fait on va être présenté quelque part à l'inverse d'une femme valide. En fait on va être un peu l'image nuancée en miroir. Je vais donner un exemple précis, c'est que par exemple classiquement ce qu'on imagine être le rôle de la femme dans une famille, c'est ce qu'on appelle le rôle du care, de l'aider. En fait, une femme est censée être là pour les autres, elle est censée être là pour le soin, pour l'éducation, pour tout ce qui touche à la santé. Et quand la femme elle-même est l'objet de soins et celle qui a besoin le plus qu'on s'occupe d'elle, on s'imagine qu'elle ne peut pas remplir ce rôle en fait d'aider les autres. Et donc, c'est déjà un double cliché. D'abord parce que le rôle du care ne devrait pas être que celui de la femme, bien entendu, et il faut que ce soit le rôle des hommes aussi. Mais aussi, il faut déconstruire l'idée que parce qu'on est handicapé, on peut pas s'occuper des autres. Et ça, c'est très compliqué en fait à faire comprendre et à faire entendre que c'est pas parce que nous, on a besoin d'aide, on a besoin de soins, qu'on peut pas être aussi aidant et envers les autres. Donc ça, c'est un premier point important. Un autre point très important en fait, c'est ce qu'on appelle en fait, que j'ai appelé les injonctions qui sont faites aux femmes, en fait, sont totalement inversées pour les femmes handicapées. Je vais vous donner un exemple très clair et très précis. Une femme valide dans la société, on va attendre d'elle qu'elle ait des enfants. Dès qu'elle a l'âge, on va commencer à l'embêter. Alors, c'est quand tu vas faire un enfant, machin, etc. Il y a une injonction à la maternité en permanence. Alors qu'une femme handicapée, à l'inverse, on va attendre d'elle qu'elle n'ait pas d'enfant.
Et ça, c'est vraiment extrêmmement problématique. J'avais une copine qui avait un handicap physique et le jour où elle a appris qu'elle était enceinte, la première chose que son médecin lui a dit, c'est lui a proposé une solution d'avortement. Et elle n'a même pas eu le temps en fait de se réjouir. Elle n'a même pas eu le temps d'être heureuse pour sa grossesse, puisqu'on lui a proposé d'avorter. Elle a gardé l'enfant, tant mieux pour elle. Mais voilà, il y a vraiment une lourde attente sur le fait que les femmes handicapées ne devraient pas être des mères, en fait. On n'aurait pas le droit à la maternité. Et j'ai parlé là un petit peu rapidement de l'expérience de Charlotte Puiseux. Alors Charlotte Puiseux, elle est docteure en philosophie, elle a écrit un petit dictionnaire de la cryptculture qui est très intéressant, et elle a écrit récemment De chair et de fer sur son expérience de femme handicapée. Elle fait partie aussi des dévalideuses. Et dans ce livre, notamment, elle raconte comment, quand elle a été enceinte, c'est devenu en fait un problème pour son entourage. C'est-à-dire que les gens autour d'elle ne comprenaient pas qu'elle veuille mener une grossesse à terme, qu'elle veuille être mère. Et elle dénonce aussi un autre fait qu'on voit moins, c'est que les femmes handicapées qui veulent avoir un enfant, leur grossesse va être surpathologisée, on peut dire surmédicalisée, et elles vont avoir l'impression un peu qu'elles sont dépossédées de leur corps finalement. C'est-à-dire déjà qu'on trouve en général que les grossesses sont quand même surmédicalisées. Alors là, vraiment, ça va être poussé à l'extrême. On va leur faire sentir tout au long de la grossesse qu'elles se mettent en danger, que machin, qu'elles mettent leur enfant en danger. Et ça peut être extrêmement difficile à vivre. On avait fait une conférence et donc un épisode de podcast aussi avec une maman en situation de handicap moteur, Mathilde, où le témoignage aussi était très saisissant et il allait malheureusement dans le sens. Donc, Pauline. Oui, je sais que tu m'avais posé la question de la vision des femmes et du corps des femmes et de ce qu'on projetait sur les femmes si on prenait une vision féministe, un angle féministe, et on en a parlé ensemble. Et j'expliquais que pour moi, il y avait une injonction pour les femmes d'être parfaites, de réussir maintenant qu'il y a plus accès au travail, donc de réussir dans son travail, mais de réussir aussi dans sa famille, de réussir sur tous les points, d'être physiquement irréprochable, si je caricature au maximum bien sûr. Et donc en disant ça, quand on en discutait, justement Béatrice disait, pour les femmes en situation de handicap, en fait c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on nie complètement cette projection des femmes telles qu'elles devraient être. Donc après, moi je pense qu'on ne doit pas se battre pour que vous ayez la même pression, on va dire, que celles qui sont données. Mais en effet, c'est un angle de vue qui est moins abordé et qui peut être extrêmement intéressant sur quel que soit finalement le corps. Enfin, sur une femme, on projette quelque chose dessus qui ne lui appartient pas. Et en plus, si on prend en compte la diversité des handicaps, on est encore sur quelque chose de très 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 large. Et je parlais de cet exemple, c'est Anne-Sara Cartudo, si je dis pas de bêtises, qui a écrit dans Le Monde une tribune récemment en début juin. Et elle expliquait que, par exemple, donc elle est non-voyante, et elle expliquait que quand elle demandait à quelqu'un de l'accompagner aux toilettes dans un restaurant ou un bar où elle connaissait pas le lieu, on l'emmenait directement dans les toilettes pour personnes handicapées. Et elle dit, mais en fait, moi, je suis non-voyante, et dans les toilettes pour personnes handicapées, c'est grand, et je suis perdue. Enfin, c'est plus compliqué pour moi d'aller aux toilettes, dans les toilettes aménagées, accessibles, que d'aller dans les toilettes. Donc, elle dit, mon handicap passe avant mon genre. Donc, à un moment, il y a le genre, si on dit homme-femme, et il y a le handicap, on ne sait pas. Les gens ne savent pas vraiment dans quelle catégorie ils le mettent, ils osent pas, ils sont hésitants, donc il y a toujours ce côté-là. C'est ça, en général, on dit quand on arrive dans un lieu public, il y a les toilettes hommes, femmes et handicapés, donc on est le troisième genre, en fait. Oui, voilà, c'est handicapé, voilà. Et ça, effectivement, c'est comme tu disais, en fait, il y a des injonctions qui sont faites aux femmes, comme tu disais, d'être, voilà, de prendre soin d'elles, d'avoir un travail, d'avoir une super carrière, d'être une super maman, etc. Et pour les femmes qui sont visiblement handicapées, voilà, ça va être l'inverse en fait. Il y aura presque pas d'attente. En fait, on n'attend rien de nous. On s'imagine pas qu'on puisse avoir une carrière, qu'on puisse avoir une famille, qu'on puisse voyager. On dit ah ouais, tu arrives à faire ça. Et attention, là, je nuance bien entre handicap visible et invisible, même si je n'aime pas trop le fait de dire un handicap invisible parce que rien n'est réellement invisible. Mais on va dire les handicaps qui sont pas directement perceptibles, voilà. En fait, ça va être
encore plus compliqué parce que par exemple, moi, j'ai pas l'air handicapée, donc on peut dire que la société va calquer sur moi l'image d'une personne valide et va s'imaginer que je peux justement, atteindre tous les objectifs qu'on imagine donner aux femmes valides en général. Et là, ça devient compliqué parce que y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas directement perceptibles. Et donc, ces femmes, en fait, finalement, vont devoir lutter 2 fois plus fort que les autres pour avoir une carrière, pour avoir une famille, pour réussir leurs objectifs, sans que les gens en fait se rendent compte que elles, ça leur coûte 2 fois plus, ça va leur coûter plus en énergie, en temps, en beaucoup de choses. Parce que on a ces attentes-là, voilà, de perfection, de superwoman qui doit arriver à tout, et voilà. Et donc, quand le handicap n'est pas directement perceptible, ces attentes vont être lourdes et on va en plus culpabiliser quand on n'y arrive pas. C'est ça qui est compliqué. Et d'où l'intérêt de la convergence des luttes. Exactement. Mais aussi une chose dont je voulais parler par rapport aux injonctions faites par rapport à la maternité. Alors, il y a bien sûr les injonctions qu'on va faire aux femmes handicapées, j'ai envie de dire libres, mais il y a aussi une part moins visible et encore plus violente en fait, c'est le contrôle des corps des femmes handicapées qui sont en institution. Et ça, c'est important d'en parler. On parle notamment des stérilisations forcées des femmes en institution, c'est-à-dire que le contrôle des corps va jusque là. C'est-à-dire qu'on dit toujours mon corps, mon choix, ça va jusqu'en institution où les femmes, on va les obliger à avoir une certaine contraception. Parfois même, c'est si on veut rentrer en institution, parfois même c'est une obligation, c'est-à-dire d'avoir un stérile, etc. Et voilà. Et ce contrôle très prégnant sur les corps, c'est très difficile parce que les personnes en institution, on y a difficilement accès. C'est difficile de lutter pour ces personnes-là, d'être présente pour elles, ou même de faire porter leur voix. Donc c'est pour ça que je préfère toujours en parler quand je peux. Je peux ajouter alors la question. Allez. Je coupe, Dami. Je trouve que justement, il y a une obligation de l'État maintenant de donner des cours d'éducation à la vie sexuelle et affective, et varse affective, sexuelle et relationnelle dans l'éducation nationale. Et en fait, ont été oubliés, d'après moi, dans cette obligation de donner des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, je vais y arriver, dans des institutions qui sont aussi des lieux d'enseignement, hein, donc on parle d'institutions pour des enfants, et qui peuvent alors très bien, sans aucune difficulté, avoir des cours sur cette éducation à la vie affective. Bon, alors, pour l'instant, l'État ne les donne pas non plus dans le milieu ordinaire, dit ordinaire, mais en fait, je trouve que de la loi, ça a été oublié. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli, si c'est une volonté d'eux, mais quand on se penche à chaque fois sur les lois et la façon d'agir des institutions et quel traitement il y a aujourd'hui du handicap, que ce soit au niveau de la loi et des politiques publiques, c'est à part. C'est le troisième genre. C'est ça. Et d'ailleurs, les enfants d'institution, je sais pas, j'ai pas les chiffres du nombre d'enfants qui grandissent dans le système institutionnel, mais c'est vrai qu'effectivement, ils sont oubliés de beaucoup de choses comme ça. Voilà. Une question, peut-être qui n'avait rien à voir avec le milieu oui et non. Déjà, bonsoir et merci d'être présents toutes les deux. Moi, j'avais une petite question parce que j'ai eu l'occasion, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, de recevoir Elisa Rojas à l'émission, qui a d'ailleurs grandi en institution. Donc, finalement, on n'est pas si loin du sujet. Et je lui avais posé la question que des fois, quand on parle des femmes handicapées, j'ai l'impression qu'on rejoint ce mythe de la princesse en détresse. Et elle m'a répondu, alors en détresse, oui, princesse, non. Et justement, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Si vous n'êtes pas princesse, vous êtes quoi ? Elisa Rojas, juste pour remettre dans le contexte, qui est une femme handicapée, juriste ou avocate. Avocate. Elle est avocate. Avocate. Oui. Et fondatrice du CLE. Du CLHEE, je crois. Ouais. Voilà.
Et c'est le comité de lutte d'émancipation. D'émancipation, ouais. Je connais plus le nom. C'est ça, mais ça. voilà. Juste pour remettre dans le contexte, il prend souvent la parole aussi dans la presse, dans les médias, par rapport à plein de thématiques, mais thématiques toujours très engagées sur le féminisme, le handicap, entre autres. Alors effectivement, princesse non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je disais, quand on parlait de troisième genre, c'est qu'il y a encore, alors ça, c'est des effets un petit peu très pervers parce qu'il y a plusieurs facettes de la même pièce, mais en général, voilà, les femmes qui sont visiblement handicapées sont souvent désexualisées. En fait, ne sont pas vues comme des personnes qui rentrent dans le champ de la sexualité, qui pourraient avoir une relation amoureuse. Enfin, c'est vraiment, on est catégorisé comme étant hors de tous ces champs-là. Mais d'un autre côté, il peut y avoir aussi une hypersexualisation, notamment des femmes avec des handicaps psy. On va s'imaginer, qu'elles sont partantes pour tout, ce qui crée aussi des violences. On en parlera plus tard, ou une fétichisation aussi. Une fétichisation de certains handicaps, des femmes en fauteuil roulant, etc. Donc c'est vraiment, en fait, c'est les deux facettes de la même pièce finalement. C'est où les femmes handicapées sont complètement perçues comme asexuées, comme des enfants en fait. Il y a aussi un processus d'infantilisation là-dedans, c'est d'être perçues finalement, même en grandissant, comme des personnes qui n'ont pas fait droit à la vie sexuelle, à la vie amoureuse, ou alors au contraire, hypersexualisées, fétichisées. Donc c'est très compliqué, donc pas princesse, non. Moi, j'ajouterais juste que justement, je lisais un rapport 2022 d'une clinique de droit sur justement la place des femmes handicapées dans la loi et la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. C'est un peu ma spécialité, donc je vous parlais beaucoup de violence, je suis désolée. Donc même dans ce rapport, ils expliquent que même dans les médias, en fait, cette question n'intéresse pas, on en parle peu, je dis pas mais peu, parce que dans l'imaginaire, les femmes en situation de handicap ne peuvent pas être victimes de violences parce qu'elles ce sont non seulement des femmes et en plus en situation de handicap, donc elles ne peuvent que provoquer de l'empathie et de la part des personnes qui vont vouloir forcément les aider, donc sans être princesse, mais un peu à cette place de sauveur, et qu'il n'est pas imaginaire dans la tête des gens qu'il y ait des personnes qui soient violentes envers les femmes en situation de handicap, alors que de par leur handicap, elles sont exposées à une surdiscrimination dans le cadre de l'emploi, dans le cadre de l'accès à la maternité, dans le cadre de l'accès aux droits, et également une surexposition aux violences. Dans le cadre de l'accès au logement, dans le cadre de l'accès aux revenus, où il y avait encore un non-déconjugalisation de la hache. Bon, bref, peut-être pas aller sur tous ces sujets, mais en effet. Béatrice, les dévalideuses, ça fait partie aussi d'un gros champ d'action, celui des violences sexistes et sexuelles, et en l'occurrence par rapport aux femmes handicapées. Oui, c'est toujours compliqué parce que c'est toujours dans ces. Alors je me tourne aussi vers là parce que c'est là où on n'a pas de chiffres. C'est ce qu'on disait en fait. C'est très très difficile d'avoir des données chiffrées pour estimer en fait ces violences. On sait qu'elles sont sous-estimées. De toute façon, elles sont sous-estimées. Mais c'est j'avais une copine qui me disait comme exemple, j'y pense quand tu disais qu'on n'imagine pas qu'on puisse nous agresser. J'ai une copine en fauteuil qui va dans un festival de musique et il y a un mec qui se penche et qui l'embrasse en lui disant comme ça pour te faire plaisir, et puis il me tape sur la tête. Et elle était là mais pourquoi, comment, et en fait c'est difficile parce que derrière il faut aller voir quelqu'un, il faut se plaindre, et ça c'est encore plus difficile parce que il y a une sorte de double peine pour les femmes handicapées, c'est que non seulement on est plus touché par les violences sexuelles et sexistes, mais aussi les violences au sens large, parce que maltraitance, violence intrafamiliale, tous les types de violences, on n'est plus touché. Au minimum, je crois que les chiffres, c'était 2 fois plus touché, mais là encore, les chiffres sont difficiles à estimer précisément. Mais en plus, c'est encore plus difficile en fait de porter plainte, d'être crue, tout simplement. En fait, une femme handicapée qui va aller dire qu'elle a été agressée sexuellement dans un commissariat. Alors déjà, pour une femme valide, c'est compliqué d'être entendue. Parfois, on veut pas entendre la plainte. Parfois, on va lui dire mais quand même, vous exagérez, ou c'est votre mari. Et là, c'est encore plus difficile.
Et pour plusieurs raisons, parce que d'abord on a la difficulté d'être cru. Imaginez en plus les femmes qui sont psychiatrisées, qui ont des problèmes psy. Alors là, voilà, on va leur dire qu'elles inventent, que voilà, qu'elles sont hystériques. Enfin, tout va y passer. Mais en plus, il faut toujours se souvenir que malheureusement, les agresseurs et les violeurs, souvent, c'est les personnes les plus proches de nous. Or, pour une personne handicapée, ça veut dire peut-être potentiellement le conjoint, l'aidant, le soignant, la personne en fait qui est dans son entourage tellement proche qu'elle ne pourra peut-être juste pas aller porter plainte parce qu'elle peut pas aller demander à son mari de la conduire au commissariat si le mari est le problème. Et encore pire, effectivement, toujours dans les institutions, parce que c'est un système qui est fermé. C'est déjà très dur d'en sortir. Alors porter plainte, c'est juste impossible en fait. Si je peux apporter le peu de chiffres que j'ai trouvés, il y a eu un rapport de la délégation droits des femmes du Sénat en 2019. C'est vieux. Qui s'est basé aussi sur les données de la permanence téléphonique écoute violence femmes handicapées, qui a été développée par FD Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Pour le dire, Femmes pour agir, oui, une association qui lutte aussi pour l'égalité des personnes en situation de handicap. Et donc ils disent que 35% des violences signalées, donc des gens qui appellent, des personnes qui appellent, donc on n'est pas sur 35% des violences signalées ont lieu dans le couple, sont commises par le conjoint. C'est exactement tout ce que tu viens de dire. 20% des violences surviennent dans l'entourage au sens large. 15% des violences sont le fait des parents. Et 60% des violences ont lieu au domicile de la victime. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi comment étant sur place et ne pouvant pas sortir, même pas que des institutions, mais en effet sur la question de la mobilité et de l'accessibilité, parce que ça, c'est aussi service public, qu'est-ce qui est accessible ou non. Et intéressant également, c'est que 71% étaient des violences psychologiques et 45% des violences physiques. Donc on a tendance déjà à oublier dans les chiffres des violences faites aux femmes les violences psychologiques. Et alors dans le cadre de femmes en situation de handicap, on est aussi sur une part importante. Parfait. On a deux interventions. Intervention question, une première, et ensuite une autre. Je continue sur les chiffres. Moi, pendant longtemps, quand on me posait la question, je disais que c'était 4 femmes sur 5 en situation de handicap qui sont victimes de violences. Est-ce que ce chiffre est vérifié? Parce que comme vous me disiez que... Alors, exactement. En France, sous le titre « Un état des lieux préoccupant » de la délégation droits des femmes qui a fait le rapport en 2019, ils estiment que 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences. Qu'en effet... de violences de tout type, c'est-à-dire de tout type, voilà, c'est ça. C'est pour ça que... Une autre intervention ou question. Et du coup, bonsoir, c'est Pauline, c'est ça? Ok. Et le pourcentage sur les femmes non handicapées. Ce qui m'intéresse, c'est la différence, en fait. Oui. Alors, dans le rapport du Sénat, il parle sur le harcèlement sexuel, il parle de 61% des femmes handicapées et 54% des femmes dites valides. Et ce qui est beaucoup aussi. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure sur la question de hiérarchisation des luttes. Et je pense que ce serait intéressant aussi qu'on le reprenne sur la question de l'engagement. L'idée n'est pas de dire qu'il faut hiérarchiser dans le sens où il y a des personnes qui sont pires, donc on ne va pas se battre pour, mais plutôt de pouvoir lutter ensemble, tout en reconnaissant quand même que la situation de certaines personnes qui ont des difficultés d'accès aux droits, justement qui sont plus exposés à la violence, va forcément être plus difficile que. Tout comme on peut aussi. Comme l'inceste. L'inceste est souvent près aussi de soi, et les enfants sont plus vulnérables et du coup plus touchés peut-être comme quelqu'un de... Quand on est handicapé, on n'aime pas trop le terme de vulnérabilité, on n'aime pas être décrit comme des personnes vulnérables, mais en fait souvent on est en situation de vulnérabilité parce que par exemple le cas d'une femme qui subit des violences de la part de son conjoint, voilà, en fait elle est dans une situation de vulnérabilité parce qu'il a un ascendant physique sur elle, elle est dépendante de son bon vouloir pour entrer, sortir, se déplacer, etc. Parce qu'en plus il ne faut pas oublier que la plupart des logements ne sont pas accessibles, donc ça veut dire que souvent le fait de rentrer, sortir, se déplacer va dépendre du conjoint, de l'aidant, etc. Donc ce sont des situations de vulnérabilité
Et effectivement, quand on disait, on parle souvent de pas hiérarchiser les luttes, mais quand on lutte pour les personnes les plus discriminées au sein d'un groupe, c'est bon en fait pour toutes les personnes, en fait pour l'ensemble du groupe. Donc c'est pour ça que c'est aussi important, voilà, de parler de ces problématiques-là, parce que il y a d'autres chiffres. Alors là qu'on n'a pas évoqué, mais quand on parlait par exemple des femmes qui sont psychiatrisées ou voilà qui sont neuroatypiques. Il y a un chiffre assez glaçant, c'est 90% des femmes autistes ont été agressées sexuellement avant l'âge de 14 ans. Donc là, ça veut dire que ce sont aussi des handicaps, des particularités qui font qu'on n'a pas forcément le même rapport au corps. Et c'est encore plus difficile de dénoncer parce que dans certains cas, en fait, la femme ne va pas forcément savoir quelle est la limite. Et les personnes en face le savent et en profitent, on est d'accord. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est très difficile en fait de mesurer ces violences finalement, parce qu'il peut être très difficile en fait voilà de les dénoncer. Et quand on a des chiffres comme ça de 90%, on n'a pas envie de tout cramer. Voilà. Je donnerai les stickers. Mais la question de la manipulation du corps et d'avoir toujours été accompagné dans certains types de handicaps où il y a quand même une omniprésence du soignant ou de la soignante, et à un moment comment mettre en place quelque chose qui est, enfin, comment mettre la limite entre le soin et attouchement, agression, autres, et comment soit quand on est en situation où on a besoin d'être aidé, comment pouvoir le dire et comment se sentir avant de pouvoir le dire, comment se sentir légitime de pouvoir le dire. C'est en ça que le côté lutte conjointe peut aussi aider à accompagner, et à un moment il faut qu'on soit consciente aussi de ces problématiques. Parce qu'il y a, enfin, on n'en parle pas forcément, et c'est difficile de parler pour ces personnes-là. Mais il y a des femmes handicapées qui, par exemple, ne peuvent pas oraliser, donc elles ne peuvent simplement pas dire ce qui leur est arrivé. Et puis il y a les personnes, voilà, qui vont avoir des facultés intellectuelles qui font qu'elles ne vont pas savoir ce qui leur est arrivé et quel est le degré de gravité. Et comme tu disais, Pauline, quand on a des personnes qui sont tout le temps touchées dans le cadre des soins par tout un tas de personnes, de personnels différents, comment savoir en fait quelle est la limite entre le soin et l'agression? Et ça aussi, c'est extrêmement difficile. Il y a une intervention là. Oui, bonjour, moi c'est Joël. J'étais justement sur le rapport dont tu parlais tout à l'heure, le rapport annuel de l'activité. Et je crois que pour dépasser le constat et la dénonciation, il est peut-être intéressant de rappeler les actions, comme par exemple ce numéro de l'écoute, qui est le 01 47 06 2 fois. Alors je pensais qu'il s'affichait en bas de l'écran, je suis un petit peu déçue. Mais ça sera rappelé évidemment en bio. Voilà, je tenais, bon, moi dans mon parcours personnel, j'ai toujours été dans l'action au-delà de la revendication et de la dénonciation, et je crois que c'est important de pouvoir au travers de cette écoute ou d'autres moyens de proposer des perspectives, de proposer aussi d'interpeller l'opinion. Moi, par ailleurs, je suis accompagnant de l'intime, donc accompagnant sexuel pour les personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, lundi, j'ai un petit rendez-vous à Paris à ce sujet-là. Dans le cadre de l'accompagnement que je fais, nous échangeons et nous créons avec les femmes que j'accompagne des textes érotiques, sensuels et érotiques, qui sont d'une intensité et d'une qualité. Et justement, je dois avoir une amie, qui est de ma famille aussi, qui est en situation de handicap, qui a Cédesa Gembok, qui a déjà fait des photos et des bouquins autour de ça, qui a exposé les corps de femmes en situation de handicap comme elle à Paris et ailleurs. Et je veux essayer de voir avec elle comment on pourrait construire quelque chose en partant de l'intensité et de la normalité de ces textes et de leur beauté, pour interpeller sur le fait de la normalité de ces femmes qui ont juste parfois besoin d'une sexualité adaptée. Alors, c'est vrai que ça me fait penser à un texte de Zig Blanquer sur le sujet, qui parlait en fait des sexualités handies.
et qui disait que ça passionne beaucoup les personnes valides. Il se demande toujours mais qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Il a écrit un très beau texte sur le sujet, voilà, pour expliquer que ça devrait être en fait un non-sujet et que voilà que les sexualités handi sont aussi formidables et plurielles et diverses et parfois simplement banales que celles des personnes valides. Ça me fait penser à ça. Moi, je voulais faire juste, je te coupe, comme c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe sous le pantalon chez les trans. Oui. C'est ça. Il y a la même curiosité en fait malsaine envers les personnes handicapées de dire mais comment elles font. Elles le font, elles se débrouillent et puis d'ailleurs il y a de plus en plus de gens qui s'emparent du sujet de façon entre guillemets saine en proposant par exemple beaucoup d'accessoires sexuels qui sont adaptés aux personnes handicapées. Je trouve ça génial. Donc voilà. Si moi je pense que au-delà des chiffres, en effet, que je trouvais intéressant d'en parler parce que du fait de leur inexistence justement et du fait qu'on ne s'était pas posé la question auparavant, pour moi il est important de mettre face à ces responsabilités d'essayer de déconstruire la vision que, bien entendu, les politiques publiques, la loi, ce qui est aujourd'hui la question du handicap, mais aussi des citoyens et des citoyennes. Qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, moi, quelle vision j'ai et comment, à un moment, si je prends mon exemple, dans ma lutte féministe, quand j'organise des manifestations, quand j'organise des conférences, quand j'essaye de sensibiliser les personnes, j'ai pas dans ma tête, je ne pense pas à la question de l'accès. Bon, maintenant j'y pense. C'est depuis quelques années quand même. Mais je me dis comment à un moment on peut intégrer, même si la question de la discrimination positive s'était posée à un moment où on se demandait si c'était bien, pas bien sur les femmes. Mais en même temps, si on est obligé de passer par une obligation, mais pourquoi est-ce que dans les luttes féministes et dans les associations, on dit pas, alors soit on fait appel à des expertes, on appelle expertes, qui le sont, des associations qui luttent sur les mêmes choses en non-mixité, double non-mixité, mais comment on fait pour que ce soit vraiment plus une question qu'on se pose, pour qu'il y ait une vraie intégration aussi de ces questions-là dans les luttes féministes, dans notre engagement? Alors c'est hyper important parce que justement les questions liées aux femmes handicapées sont très très peu abordées dans les mouvements féministes actuels. Très clairement, il y a un gros manque. Ces dernières années, ça commence légèrement à bouger. Mais c'est vrai que on dit toujours, par exemple, faire des quotas. Faire des quotas, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas au contraire discriminant? Et personne aime être un quota. Hein. On n'a pas envie d'être les, je sais plus, 6% de personnes handicapées en entreprise. Personne aime ça. Mais parfois, commencer par mettre un quota, c'est juste commencer à rectifier un petit peu une discrimination, à changer un petit peu, voilà, la mesure en disant, on commence par une obligation pour nous commencer à nous intégrer. Et après, plus tard, on espère ne plus avoir besoin de ça. On espère qu'un jour, il y aura plus de quotas de personnes handicapées dans les entreprises et que les entreprises, naturellement, envisageront un candidat handicapé ou pas handicapé de la même manière. Mais voilà. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, des mouvements féministes, est-ce qu'il faudrait pas des personnes handicapées dans toutes les associations féministes? Il faudrait, oui, dans l'absolu. Parce que on se rend compte que ces problématiques-là sont pas du tout pensées, abordées d'une quelconque manière. Et j'ai même donné un exemple, en fait, quand les dévalideuses de mon association, en fait, est née, c'est juste après, en fait, novembre 2018. En novembre 2018, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première marche contre les violences sexuelles et sexistes organisée par nous toutes. Et donc, nous, on a vu ça, certaines, on y a participé, et les images qui en sont sorties, ce sont des femmes valides debout qui marchent. Et à aucun moment donné, on a vu quelque part, ou des banderoles sur les femmes handicapées, ou des femmes handicapées dans le défilé. Et on s'est dit, mais quand même, on est les premières touchées par ces violences sexuelles et sexistes, et on est nulle part. Et donc, on a eu besoin d'exister en dehors, entre guillemets, des mouvements féministes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a créé notre association, en disant, les mouvements féministes ne nous représentent pas, alors on va se représenter nous-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'on a démarré, parce que c'est vrai que je comprends.
par exemple l'accessibilité, le simple thème de l'accessibilité, sans même parler d'envisager les problématiques, mais des réunions féministes, par exemple à Montpellier, est-ce qu'elles se passent dans des endroits où il y a des rampes qui sont accessibles? Eh ben, en fait, si déjà on peut pas se rendre à l'endroit où ont lieu ces réunions, où ça se passe, eh ben, c'est compliqué de participer. J'ajoute juste, avant j'ai vu qu'il y avait une question, hein, mais, que justement, il y a des cortèges de plus en plus pensés avec des safe zones qui sont appelés pour des personnes qui auraient aussi des difficultés à se trouver donc dans des manifestations avec beaucoup de monde autour de soi, des personnes qui ont la mobilité réduite, peut-être la vue aussi d'autres sens. Donc c'est pensé, ça commence à être pensé, mais c'est très récent. Je sais que ça a été aussi à la Marche des Fiertés à Montpellier où ils ont fait un cortège. Bon, alors c'était enfants et personnes ayant des difficultés de déplacement, c'est un peu infantilisant quand même de le penser comme ça. Ouais, mais c'est vrai que ça reste. Il y avait un début avec pour des difficultés, mais ça commence à entrer dans les luttes, mais pas assez. Et je pense que l'idée des quotas, à un moment, si on doit y arriver, je vote pour. On va en parler de comment on revaloriser aussi tout le travail en amont, un peu plus de l'ombre. Mais il y a 2 interventions d'abord, une là-bas et une autre après. Bonjour. Oui, bah du coup, moi j'étais aussi dans cette safe zone quand il y a eu la Pride, parce que je suis aussi une personne queer. Et du coup, moi j'ai trouvé une bonne idée. Ils l'ont annoncé à la fin, et il y a eu quand même quelques petits problèmes, par exemple pour les personnes qui avaient des problèmes de l'hyperacousie, qui souffraient de l'audition. On s'est retrouvés entre 2 chars. Donc du coup, il y a du travail encore à faire, mais bon, pour une première fois, c'était déjà pas mal. Mais aussi, au niveau de l'inclusivité, moi, c'est une autre problématique, mais je suis une femme trans handicapée, donc je croise beaucoup de... Mais du coup, l'inclusivité, par exemple, de notre public, elle est inexistante, invisible complètement. Et il n'y a aucune association, il n'y a rien qui nous représente. Alors tout est à construire, mais bon, comme on est dans des situations tellement difficiles, eh ben, on n'arrive pas justement à construire quoi que ce soit. Mais je pense que la question de la représentation que tu as évoquée tout à l'heure, ne serait-ce que, alors je parle médias, campagne de com, si on parle au niveau étatique, mais par exemple, la communication faite par des associations féministes pourrait davantage représenter, pourrait sur des slogans davantage s'intéresser à ces questions-là. Il faut que ça puisse justement ne plus être, qu'ils ne participent pas de cette invisibilité, avec le travail que ça demande et le temps que ça peut prendre, même si ça peut se faire très vite si on commence à éveiller les consciences de manière beaucoup plus large. Et d'ailleurs, on parle de Pride, j'ai envie de dire, toutes les associations en queer, LGBT, etc. sont souvent nos premiers alliés, en fait, dans ce genre de trucs, parce qu'on voit que c'est les Pride, en fait, qui sont les premières à mettre en place ce genre de, qu'on appelle ça, de mettre des safe zones, des cortèges, voilà, je cherchais le mot, d'avoir des cortèges handi, des cortèges calmes, et souvent ils sont les premiers à mettre ça en place. Et je tiens à dire en fait qu'il y a beaucoup de ponts à faire en fait entre les luttes LGBT et les luttes antivalidistes, parce qu'il y a énormément de questions qui se rejoignent. Et d'ailleurs en fait les luttes vraiment les études sur le handicap, ce qu'on appelle les disability studies, excusez-moi pour l'accent, en fait ont été inspirées en fait des gender studies, c'est-à-dire que on a pris l'inspiration là parce que finalement questionner le genre c'est quoi, c'est questionner le rapport au corps, c'est questionner la norme, et ça en fait c'est la même chose en fait pour les personnes handicapées. On questionne le corps, on questionne la norme, et ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup de points à faire, et c'est aussi pour ça souvent qui ce sont aussi des alliés pour nous dans ce genre de cas. Et voilà, c'est ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Puis il y a quelque chose aussi de l'idée de la réappropriation de soi, de la question du handicap et tout, qui se retrouve au niveau des luttes LGBT, de réappropriation. 2 interventions, 3 même. Une ici. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour ce podcast et pour cette émission radio. Et je voulais vous poser la question aux intervenants.
est-ce que vous pensez comment il y a eu un féminisme blanc? Vous voyez de quoi je parle, je pense. Vous diriez qu'il y a un féminisme valide qui donne qui porte la voix des femmes valides, mais pas des femmes handicapées. Est-ce que donc il y a un féminisme valide au même titre qu'il y a une forme de féminisme blanc? Oui, honnêtement, on s'en est rendu compte. On en a fait l'expérience très concrètement parce que justement, quelques années après la première marche Nous Toutes, là en novembre 2023, il y a eu, je crois que c'était la 4e marche. Alors bien sûr, maintenant c'est plus que Nous Toutes, ça commence à devenir interassociatif l'organisation. Et nous, par exemple, on a été notre association, on a participé à valider par exemple leur protocole d'accessibilité. Donc on était déjà contents parce qu'ils venaient faire appel à une expertise de personnes handicapées pour valider leur protocole d'accessibilité pour leur manifestation. Donc là, il y avait quand même des bons points à distribuer. On disait c'est bien. Mais voilà, on nous a proposé en fait d'être en tête de cortège, c'est-à-dire les femmes handicapées, avec d'autres associations, associations de femmes racisées, etc. Et donc on s'est dit, en fait, c'est symbolique et on va y aller. Et c'était drôle, mais pas dans le bon sens, parce que en fait, toute cette journée était inaccessible, vraiment sans aucune surprise. Voilà, c'est-à-dire que depuis la conférence de presse en début de journée où ma collègue n'a pas pu rentrer dans la salle et où moi j'entendais rien, jusqu'au discours de fin qui avait lieu sur un kiosque et ils nous avaient assuré qu'ils allaient mettre des rampes. Sauf qu'en fait, mettre des rampes à 45 degrés, non, c'est pas possible, c'est dangereux. Donc on a dû faire notre discours de fin, voilà, au pied du kiosque. C'était fabuleux. Donc ça pour dire que il y a vraiment une bonne volonté, on le sent, qu'il y a une bonne volonté, qu'elles ont envie, les mouvements féministes ont envie d'inclure les femmes handicapées, mais il y a encore énormément de barrières pour qu'on soit réellement présente, qu'on soit réellement là, et que nos discours, nos questions pèsent en fait dans la balance. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement, tout comme il y a un féminisme blanc, il y a un féminisme valide. Pauline? Je suis totalement d'accord avec toi, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Merci pour ce thème et notre rassemblement. Avant de créer les dévalideuses, donc Béatrice, c'est ça. Est-ce que justement tu as été voir auprès d'autres associations féministes, est-ce que tu as essayé d'apporter de ce croisement du thème handicap et féminisme au sein d'associations féministes déjà bien reconnues, implantées, et quel a été l'accueil et l'écoute des besoins spécifiques? Alors moi c'est vrai que j'ai vraiment commencé à militer concrètement avec les dévalideuses, donc j'ai pas eu d'expérience avant, mais c'est vrai qu'on le sent chaque fois qu'on essaie de travailler, de collaborer avec des associations féministes. On sent qu'en fait il y a toujours une barrière parce que ils n'ont pas une compréhension en fait complète de ce qu'est le validisme déjà. Je pense qu'en fait, quand on parle des luttes militantes, on parle de racisme. Tout le monde sait ce que c'est que le racisme. On a des opinions diverses sur le sujet, mais tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est que le sexisme. Quand on dit validisme, alors déjà, ça laisse planer un blanc, en fait. Et je pense que c'est là qu'il faut aller travailler, c'est-à-dire vraiment expliquer ce qu'est le validisme aux gens qui ne sont pas concernés. Et ça va être la première étape peut-être pour un peu les sensibiliser et intégrer cette question à leur lutte, parce que actuellement on sent qu'il y a de la bonne volonté, mais tant qu'on n'est pas vraiment sensibilisé à ces questions, on peut pas vraiment faire. Et aussi il y a une volonté à un moment donné de dire je viens pour lutter, mais je dois pas de la pédagogie à tout le monde. Je suis pas obligée d'être le token handicapé dans l'association féministe qui doit expliquer tout à tout le monde. Donc, il faut aussi que les personnes valides prennent en charge elles-mêmes cette question. Il faut qu'elles s'éduquent elles-mêmes, en fait. Et finalement, je pense que c'est ce qu'on demande au mouvement féministe. On demande qu'elles s'éduquent elles-mêmes pour pouvoir nous intégrer et que c'est pas à nous de les intégrer. Surtout que si j'ajoute que si une femme veut intégrer un mouvement féministe pour lutter pour les droits des femmes, elle veut lutter pour les droits des femmes, valide ou en situation de handicap, finalement, on ne devrait même pas faire de différence.
sauf sur les questions d'accès et de, bien entendu, prise en compte de son handicap. Mais en tout cas, elle milite parce qu'elle est femme, et c'est pas le troisième genre. On met pas le handicap avant le fait qu'elle soit une femme. Bon, d'accord. J'allais dire quelque chose, mais oh là là, il y a trop d'interventions. Là, une première ici, une deuxième et troisième. Première ici déjà. Alors moi j'ai deux choses à dire déjà par rapport à la marche queer. L'année dernière il y avait donc des bénévoles avec des cordes qui nous voilà. Et cette année ils ont mis en place le petit train, vous savez, pour les touristes. Alors moi j'y suis pas allée parce que je me sentais vachement exclue si je prenais le train. Mais en même temps c'était plus safe pour les gens qui ont des problèmes avec le bruit. Voilà, il y avait ça qui est mis en place et c'est pas parfait, mais c'est déjà une tentative et je la salue. C'était cette safe zone dont on parlait, c'est oui, ça? Oui, ouais. C'est à chaque... Voilà, ça marchait, mais pas partout. Et la deuxième chose que je veux dire, je vais peut-être créer une gêne, mais moi, il y a un truc qui me vient beaucoup en ce moment, c'est les mini-agressions qu'on peut subir quand on est une femme handicapée par des hommes handicapés. Je suis désolée de dire ça, mais moi je le ressens de plus en plus et c'est d'autant plus gênant pour moi quand c'est un handicap que je connais mal, surtout le handicap mental, parce que moi je suis handicap visible et invisible et en fauteuil, et que je sais pas comment réagir, je sais pas justement si je dois prendre cette charge de les éduquer, de leur dire non, ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas envoyer des photos à des filles et tu peux pas te plaindre de pas être désiré par des filles parce que t'es handicapé et t'es pas obligé de toujours parler de ton handicap pour draguer des filles. On peut même pas appeler ça drague, mais eux ils appellent ça, les personnes que, voilà. Et je pense que déjà ça vient d'un manque d'éducation, parce que j'ai l'impression que dans des institutions, on oublie qu'on peut avoir des désirs et qu'on peut être désirable. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'éducation sexuelle pour les personnes handicapées dans les centres. Je suis la seule à penser ça, mais je sais pas. Déjà, ça me choque et je le ressens beaucoup, et même avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que je trouve aussi que les hommes handicapés sont beaucoup plus mis en avant d'une manière générale que les femmes handi. Je sais pas exactement les stats des personnes handi qui sont représentées à la télé, mais je sais que les femmes handi font 0,6% de la population représentée, et dans ces 0,6%, c'est pas que des femmes handi, c'est aussi dans les fictions des personnes valides, des acteurs valides qui jouent des personnages handicapés. Voilà. Bref, j'ai un peu tout mélangé, mais j'espère que vous comprenez. Il y a plusieurs sujets. Moi, je veux bien commencer juste rapidement, et je te laisse la parole si ça te va. En fait, c'est très intéressant, merci beaucoup de ce que tu présentes, parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que les luttes féministes sont les mêmes. Parce que finalement, en situation de handicap ou pas, l'éducation patriarcale et machiste et les inégalités entre les hommes et les femmes restent exactement les mêmes, et avec les mêmes mécanismes contre lesquels on se bat et pour lesquels on souhaite qu'il y ait de l'éducation à la vie relationnelle et affective. Et donc en fait, c'est exactement les mêmes thématiques. Donc c'est pour ça qu'on peut pas partitionner les luttes, et qu'à un moment, il faut que ce soit le même combat. Donc merci beaucoup. Alors, pour parler un peu des représentations, c'est clair que les personnes handicapées sont extrêmement mal représentées dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'est pas représenté dans les cercles de pouvoir, on n'est pas représenté dans les médias, et quand on parle de nous dans les médias, c'est vraiment très mal, parce que j'ai fait un petit exercice avec des étudiants en master de genre où on a décrypté des articles écrits sur des personnes handicapées. Et c'est vraiment c'est un florilège de tous les pires clichés du monde. Et voilà, le lexique utilisé et compagnie, ouais. et c'est vrai que ça aide pas, en fait, ça aide pas quand on est mal représenté partout. Par exemple, les femmes handicapées, est-ce qu'on voit beaucoup de femmes handicapées dans des séries qui ont une vie de couple normale, qui ont une famille, qui ont un mari, sans que ce soit questionné, sans que ce soit le sujet, en fait, sans qu'on se dise comment on est arrivé là, c'est magnifique. Non, juste que ce soit normal. Et ça, c'est extrêmement peu courant. Ou alors, effectivement, en plus, moi récemment, j'avais regardé une série que j'avais bien aimée, qui s'appelle Superstore sur Netflix, où on voit un homme handicapé, où il y a un seul épisode de toute la série où on questionne son handicap, et c'est justement pour dire que c'est pas la question, et qu'il faut pas poser la question à une personne handicapée pour demander pourquoi elle est dans un fauteuil roulant.
Et du coup, voilà, toute la représentation est géniale. En fait, c'est juste un mec normal qui évolue avec ses collègues, qui a des histoires d'amour, des histoires de cul. Enfin, génial. Sauf qu'à la fin, on apprend qu'en fait, l'acteur est valide et qu'en plus, ils ont refusé un acteur handicapé pour caster l'acteur valide. C'est un peu dommage. Voilà. Mais effectivement, on est très mal représenté, ça n'aide pas. Une autre intervention. 2 autres, 3 autres. C'est juste pour revenir sur le validisme. Moi, je sais que même des personnes concernées savent pas ce que ça veut dire, donc je pense que pour les gens qui écoutent le podcast, peut-être qui sont pas concernés, même ceux qui sont concernés, peut-être faire un petit rappel de votre définition du validisme. Si vous voulez bien. Je suis bien placée aussi parce que quand j'ai commencé à lutter avec les dévalideuses, à fonder cette association, c'est là où j'ai découvert le terme. Il y a plus de 4 ans, je ne connaissais pas non plus le mot validisme. Donc on est tous, j'ai envie de dire, on se construit tout au long de la vie avec des notions qui nous arrivent ou pas, et on peut passer toute une vie en étant handicapé sans jamais avoir conscience. On doit avoir une conscience certainement des discriminations qu'on subit, mais sans mettre un mot dessus. Et c'est hyper important parce qu'en plus, du validisme qu'on subit, il y a notre validisme intériorisé. C'est-à-dire qu'on est plein en fait d'attentes, de se dire je suis pas assez bien, je suis trop comme ci, trop comme ça, faut pas que mon handicap se voie, faut pas que je me plaigne, faut que je fasse des efforts, faut que je fasse ci. Et ça en fait ça a un impact sur toute notre vie. Et donc voilà, pour le rappeler, en fait le validisme en fait c'est un système de pensée qui considère simplement les personnes handicapées comme inférieures aux autres personnes, tout simplement parce que nous ne correspondons pas en fait à la norme établie qui est la validité, en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose en fait qui, le jour où on le comprend, où on l'apprend et on prend la mesure en fait de ce concept, moi, ça a changé ma vie en fait de personne handicapée, mais vraiment. Parce que avant j'étais, par exemple, je suis sourde, je ne portais pas d'appareil auditif et en fait je ne comprenais pas les gens et c'était extrêmement difficile et je refusais de porter d'appareil auditif parce que pour moi ça allait se voir, ça allait me stigmatiser, enfin et c'est complètement stupide. Mais il a fallu que je me mette à militer, que j'apprenne que le validisme pour me rendre compte qu'en fait non, j'allais pas avoir honte d'appareil auditif, c'est complètement c'est complètement hors propos et même j'ai choisi des appareils roses pour que tout le monde les voit et maintenant voilà, c'est absolument pas une honte et maintenant je ne dis même plus que je suis malentendante, je dis que je suis sourde. Parce qu'avant, ce mot, il me faisait peur d'être sourde, alors que je suis sourde. Donc voilà, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose... Toutes les personnes handicapées, en fait, devraient faire un stage de validisme. C'est hyper important. Je pense que toute personne devrait faire un stage de validisme aussi pour pouvoir... Parce que c'est aussi ce que les personnes valides vont projeter sur une personne en situation de handicap et avec ce côté « Oh, la pauvre ». Oh zut. Et en fait, à un côté où en même temps, mais en même temps, j'aimerais pas trop être à sa place, donc en même temps, il faut que je sois gentille avec cette personne et toutes ces questions qui se font. Alors, au lieu de rencontrer une personne qui aurait le même rapport pour la première fois qu'on les rencontre. Je vous coupe parce qu'il y a plein d'interventions. 1, 2 et 3 même, je crois, si les mains restent levées. Je voulais rebondir sur la question du validisme dans le milieu féministe. Je suis militante féministe et je ne parle pas directement, je ne suis pas concernée par le validisme, mais j'ai une sœur, donc j'ai grandi avec une personne avec un handicap moteur. Et j'ai remarqué quelque chose pendant la période du Covid, où, en tout cas, j'ai suivi sur Instagram beaucoup de militants, militantes anti-validistes, handi, que ce soit en France ou en Italie, et je discutais avec beaucoup d'amis féministes, donc je parle surtout de féminisme radical et en colère, voilà, en art, où beaucoup de copines me disaient « Ah mais oui, mais tous ces gens qui militent via Instagram ou les réseaux, voilà, le militantisme, il est où ?» Et en fait, je me suis dit, c'est quand même une approche hyper validiste, parce que déjà, il y a beaucoup de personnes handicapées qui n'ont pas l'accès aux manifs, ou en tout cas aux manières traditionnelles de faire du militantisme. Et du coup, pourquoi on va considérer que ce militantisme-là n'est pas du militantisme, alors qu'en fait, ça a libéré la parole pour beaucoup de personnes qu'avant, on n'entendait vraiment jamais. Et du coup, ça m'a fait vraiment prendre conscience que moi-même, il y a eu un moment où je me suis dit ça. Et après, je me suis dit non, en fait... Ça, c'est vrai. Et je pense que c'est aussi une des barrières
qui fait qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont du mal à s'investir dans les luttes militantes, quelles qu'elles soient. C'est parce que les luttes souvent sont sur le terrain. Donc quand elles sont sur le terrain, le terrain il n'est pas accessible. Et en fait, on a l'impression en fait que quand on lutte en ligne, c'est pas assez. En gros, c'est pas du bon militantisme. Et nous, c'est vrai que on s'est affranchi de ça dès le départ en disant, on est aux quatre coins de la France. Notre travail, il est principalement en ligne. Et dès qu'on peut, dès qu'on nous le propose, on se déplace. On va faire dans des festivals, on vient comme ici, et on fait des choses sur le terrain aussi. En s'assurant toujours en amont que c'est parfaitement accessible, et parfois ils nous disent oui c'est accessible et ça ne l'est pas, donc ça complique beaucoup nos interventions parce que ça demande énormément. Moi je suis malentendant, donc je ne suis pas forcément concernée par ces problèmes de fatigue et d'accessibilité matérielle. Mais dans mon collectif, il y a beaucoup de personnes en fauteuil roulant, et quand elles se déplacent, elles s'assurent avant de partir que les conditions sont réunies pour leur intervention. Mais oui, il y a toujours ce truc où on oppose en fait les luttes en ligne et les luttes de terrain, et en fait c'est complètement contre-productif parce que les deux ont un sens. Et on disait, en luttant en ligne, on arrive à toucher des personnes, par exemple, qui sont en institution parce qu'elles ont internet. Il suffit d'internet, un téléphone, on peut voir les tweets, et voilà. Et ça permet de toucher peut-être aussi d'autres personnes qui sont pas justement sur le terrain. Et ça permet de sortir de l'isolement pour les personnes qui l'utilisent, mais aussi pour les personnes qui peuvent regarder en se disant qu'il existe d'autres situations qui font écho à la nôtre. Et je pense qu'en effet, pour moi, aujourd'hui, c'est indissociable, que ce soit réseaux sociaux et que ce soit sur le terrain. On devrait même pas faire de hiérarchisation. Encore une fois, c'est de la hiérarchisation en disant moi, je vais courir, crier dans la rue, donc c'est mieux que d'envoyer des vidéos. Mais en effet... Peut-être je vous propose qu'on prenne les deux interventions ou questions en même temps, parce que j'ai vu la main qui s'est levée là-bas et c'était peut-être sur un tout autre sujet, donc au moins on perd pas trop le fil. Là d'abord et ensuite là-bas. Oui, par rapport à l'éducation à la sexualité, à l'intimité, à la vie intime, j'ai eu la chance dans ma formation d'accompagnant de l'intime ou d'accompagnant sexuel de rencontrer Catherine Acté, qui est suisse et qui intervient en France dans plusieurs instituts et qui est sexopédagogue, et dont le métier, d'ailleurs je fais une conférence scène autour de l'accompagnement, qui est issu d'un de ses témoignages sur l'éducation à la sexualité qu'elle propose. Parmi les dévalideuses, il se trouve qu'on a une personne dont le métier aussi c'est d'être sexpert, c'est-à-dire qu'en fait elle va justement discuter de sexe et handicap dans les institutions, dans les endroits où elle est invitée. Et c'est une question extrêmement intéressante, et notamment la dernière fois elle nous racontait une petite anecdote qu'en fait elle est allée faire un cours en institution sur la sexualité, et à la fin en fait les soignants l'ont laissé parler parce qu'une fois qu'on a le micro c'est dur de faire lâcher le micro. mais à la fin ils sont allés faire les gros yeux en disant mais vous auriez pas dû dire ça et ça, parce que finalement il y a un contrôle des corps. Ils veulent en même temps éduquer, dire on est ouvert d'esprit, on va éduquer, mais en même temps il y a un contrôle des corps. Ils veulent pas par exemple qu'on dise aux personnes en institution qu'elles ont le droit de choisir leurs soignants, qu'elles ont le droit de choisir leur contraception. Donc voilà, on travaille aussi pas mal sur la sexualité parce que c'est très important. J'ajoute juste que à Montpellier, je pas parlé, le planning familial 34. Alors c'est depuis 2018 que le planning familial a une brochure handicap et alors, et je sais que sur l'Hérault, le planning familial va dans des institutions et justement pour parler handicap et sexualité. Donc ils font de la prévention et de l'éducation à petite échelle, mais en effet ils le font. Bonsoir. Existe-t-il une différence entre le validisme et le génisme ? Oui, parce qu'on va dire que le génisme est quelque part issu du validisme, et j'ai envie de dire c'est une de ses dérives les plus graves quelque part, parce qu'on essaie toujours de faire comprendre que le validisme, en fait, il y a différents degrés. Il y a le validisme, ce qu'on appelle le validisme gentil. Vous savez, c'est le validisme bienveillant. C'est des gens, ils sont pleins de bonnes intentions et ils vont nous taper sur l'épaule, ils vont nous parler comme ça distinctement. Et toutes ces attitudes comme ça de charité, de pitié, qui sont bienveillantes, qui sont
plein de bonnes intentions, mais qui sont horribles à vivre au quotidien. Et ensuite, on va passer à toutes les parties de dégoût, de rejet, du handicap, voilà, les moqueries et tout ça. Et finalement, l'eugénisme, en fait, c'est... Béatrice, je te coupe. Au même titre qu'on a défini le validisme, est-ce que on peut définir l'eugénisme? Oui, je te laisse faire si tu veux. Non, vas-y. Je te laisse la parole. Yael se propose. Ouais. Vas-y, on teste. On crée ensemble. Je teste, mais eugénisme, c'est surtout les gènes. C'est qu'il y aurait des gènes qui sont meilleurs que d'autres et qu'on pourrait choisir quel gène a le droit de vie ou de mort ou de création ou pas de création, etc. Ça serait modifier l'humain pour pouvoir choisir le meilleur des meilleurs. Et éradiquer les personnes qui n'ont pas ces gènes-là. Enfin, pour moi, il y a aussi toute une... Oui, voilà, c'est une notion d'éradication aussi. Et souvent, on dit que finalement, les extrémités finalement du validisme, c'est quand, par exemple, une mère tue son enfant handicapé. Et dans ces cas-là, la société va être plutôt bienveillante envers cette mère. Elle va être dans la compréhension en disant, on comprend, elle était fatiguée, c'est dur, etc. Et il n'y a jamais l'empathie pour l'enfant. Et ça, on l'a vu récemment parce qu'il y a eu une période où il y a eu une jeune fille valide qui est morte. Elle a eu le droit à énormément de marches blanches, d'articles dans les médias où on citait son nom. Et quelques jours après, il y a un enfant handicapé qui a été tué à Marseille. Et en fait, dans les médias, il était l'enfant handicapé. Il n'avait pas de nom et il n'a pas eu le droit à une image nulle part, alors que l'image de la petite fille était placardée partout. Et dans cette différence de traitement journalistique, c'est là qu'on voit en fait la différence qu'on donne en la vie d'un enfant valide et la vie d'un enfant handicapé. Et voilà. Et effectivement, l'eugénisme, c'est par exemple de justifier le meurtre d'un enfant handicapé. Oui, c'est très bien résumé. Et au même titre, ça me fait penser aussi au moment de connaître le sexe de l'enfant. Il y a aussi des fois des manières de connaître si l'enfant va être handicapé ou pas, ou s'il y a une forme d'handicap mental associé. Et je trouve quand on pose un peu le truc et qu'on prend un peu de la hauteur, c'est d'une violence telle. Et toi, en tant que parent, et ta responsabilité, en tant que mère, en tant que parent, de définir, de te dire oui, je le garde, non, je ne le garde pas. Enfin, à quel moment ce jeu-là se joue ? C'est une question d'autant plus délicate que nous, on a envie quelque part de lutter pour l'importance des vies handicapées. Donc, on aurait envie de dire que les avortements thérapeutiques, il y a une énorme part de validisme là-dedans, mais en même temps, on ne veut pas questionner, attention, l'IVG. On ne veut pas questionner le fait qu'une femme puisse interrompre sa grossesse parce que c'est toujours mon corps, mon choix. Et voilà. Et donc là se trouve un terrain très très délicat entre ces questions-là. Et j'ai pas de réponse toute faite. Moi, je pense qu'on devrait faire un podcast de Dear Valid People spécifiquement sur cette thème. Ok, c'est noté. Hein. Tu as noté. Hein. Ok, très bien. On prend note sur le calendrier. Il y a une autre intervention ici. Effectivement, je suis maman de 4 enfants et à chaque grossesse, on m'a demandé de faire des analyses pour savoir si mon enfant serait handicapé. Et j'ai demandé pour quelle raison. Parce que s'il est handicapé, vous pouvez avorter. J'ai dit, mais étant donné que qu'il soit handicapé ou pas, je garderai cet enfant. Donc j'ai refusé à chaque fois de faire cette analyse. C'est ça, et puis il y a aussi l'horreur aussi quand, par exemple, des parents présentent leur bébé et qu'il a un handicap, les gens vont dire, mais vous l'avez pas su avant ? Qu'est-ce que c'est que cette question horrible, en fait ? Pardon, mais... Il y a une BD très chouette sur un couple de parents qui a un enfant, alors il me semble que c'est la trisomie, et ce qui est intéressant, c'est que je ne me rappelle plus le titre. Mais je l'enverrai pour que ce soit donné. Je sais qu'on l'a lu, Camille et moi, puisque oui, je te mets dans mon... Et où justement cette question-là a été posée souvent, et en plus de l'accompagnement et de savoir que son enfant, il va falloir qu'il y ait des soins, des tests, de voir comment est-ce qu'on projette l'avenir. Il y a comment les autres de l'extérieur projettent une difficulté dans nos vies, alors qu'on a envie que les autres soient plutôt soutenants. Ils soient là pour nous aider et soient pas dans cette position de pitié qui est aussi une partie du validisme. C'est ça, c'est du validisme bienveillant. Souvent on dit on ne veut pas votre pitié en fait. Oui, puis en plus juste à l'instant T, en fait, on devient mère.
point à la ligne en fait, juste que ça soit un enfant, handi, pas handi, enfin il y a juste des problématiques de une femme qui attend un enfant, qui est enceinte quoi. Donc avec tout ce qui est lié de réflexion et qu'importe finalement ce que ça implique de plus quoi. Merci. J'espère que je vais pas perdre l'affection de Camille. Carrément. Que je réclame par ailleurs. Waouh. On en parle après. Moi, il y a plus de 25 ans, j'ai subi une intervention médicale de grossesse et je formule la demande d'être respectée dans cet acte. Il n'y a pas de fierté, il y a mon histoire. Il y a l'histoire de ma famille, il y a l'histoire de ce couple, de plein de choses. C'est pas si simple. Et c'est pas si simple non plus à vivre et à assumer, etc. Et je suis pas sûre de faire partie des plus mauvaises personnes sur cette planète. Alors, je voudrais dire que effectivement, c'est comme dit, c'est une question extrêmement délicate et c'est l'histoire de chacun. Et quand je parlais, je parle des fois de l'exemple de Samy, c'est un enfant handicapé qui se trouvait être le grand garçon d'une présentatrice télé, Églantine Émeillé. Et donc, si vous cherchez sur Google Samy ma vie, vous verrez un des articles les plus validistes et horribles que j'ai lu de ma vie sur un enfant handicapé qui est absolument horrible. Et je vais essayer de retrouver le fil, ne vous inquiétez pas. Mais l'idée, sinon, je me permets juste, en fait, l'idée, c'est pas de responsabiliser. Pas du tout. Tu n'as pas perdu mon affection. Et en fait, l'idée, c'est pas de, encore une fois, responsabiliser la mère. Voilà, c'était là mon fil. C'était là ton fil, voilà. Et c'est ce qu'on pointe du doigt. Enfin, je vous redonne la parole, mais je te laisse la parole. Oui, effectivement, il y a une question, c'est que souvent, quand il y a des histoires de parents, enfants autour du handicap, c'est généralement une mère et son enfant. Pourquoi ? Parce que les hommes visiblement sont moins résilients, parce que quand il y a un enfant handicapé, généralement l'homme continue à travailler, l'homme continue à faire sa vie, et souvent Ou il s'en va. Ou s'en va, d'ailleurs, des fois. Ou c'est pas lui qui va abandonner sa carrière, c'est pas lui qui va se réveiller la nuit, c'est pas lui qui va s'occuper de tous les rendez-vous, les soins. Et au bout, on a des parents épuisés, mais on a surtout des mères épuisées qui perdent, qui vont perdre jusqu'à leur manière d'être, jusqu'à leur vie sociale, pour s'occuper d'un enfant handicapé. Et ça, c'est un problème de société. C'est-à-dire que derrière, on n'aide pas assez les familles où il y a des enfants handicapés. Donc c'est un problème qui pourrait être résolu avec une aide humaine, avec des moyens financiers. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de trouver cette limite, de ne pas culpabiliser les mères. Parce que les mères, elles en font beaucoup. Elles en font énormément pour leurs enfants. Et le but, effectivement, c'est pas de culpabiliser encore une fois les femmes. Oui. Et puis là encore, dans tout ce dont on parle, en fait, j'espère que vous l'aurez compris, la nuance. Il n'y a pas de réponse juste, il n'y a pas de blanc ou de noir. En fait, tout ça, c'est c'est quelque chose de systémique là qu'on essaie de pointer du doigt. Et là, ce qui est problématique, c'est dans l'approche médicale de, en gros, si l'handicapé, vous allez avorter quoi. C'est presque de fait quoi. Et c'est ça qui est problématique, que la décision de la mère de ne pas laisser le choix, c'est ça. Et puis d'impulser le fait qu'il y ait un problème. En fait, et donc c'est là la validisme pur. Mais sinon, dans l'idée qu'importe la décision de la mère, c'est pas ça qui est problématique, tu vois. Une autre intervention devant. Et puis j'ai envie de dire, déjà, de fait, pas tout le monde est fait pour être parent, mais aussi, moi, personnellement, je suis handicapée et pourtant je ne sais pas si je pourrais être mère d'un enfant handicapé. Enfin, ça me terrifie. Et j'ai envie de dire que si quelqu'un ne se sent pas responsable, alors certes, il faut se poser les questions, est-ce que justement c'est pas de l'eugénisme, parce que je sais pas quoi, mais si vraiment la personne ne se sent pas capable, mais heureusement, en fait, qu'il y a cette possibilité d'avoir recours à les fichiers, parce que qu'est-ce que ça fait de l'enfant après, en fait? Après, de la même manière, c'est une question qui, à chaque intervention, tu relis les questions de validisme et les questions de féminisme. Merci beaucoup, tu es parfaitement dans le thème. C'est une question de contrôle du corps des femmes dans l'idée de la maternité, qui est aussi quelque chose qui revient dans la lutte féministe.
donc le contrôle du corps des femmes et encore plus le contrôle du corps des femmes en situation de handicap et de ne pas les considérer comme personnes capables. Alors déjà, le corps médical a des difficultés à penser les femmes comme des personnes capables de prendre des décisions pour elles-mêmes. Alors si on ajoute en plus du fait d'être des femmes une situation de handicap, alors si on ajoute en plus d'autres critères, on est encore plus sur des décisions qui font qu'à un moment, il y a cette idée vraiment de vouloir contrôler et faire que le monde, il est comme ça et pas autrement, et de pas laisser les gens décider eux-mêmes de la façon dont ils veulent mener leur vie et amener un jugement à un moment, quand le choix est fait, apporter un jugement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous rejoint. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire ça, on ne peut pas forcément imaginer, mais ça concerne quasiment tous les handicaps. Moi, j'ai une surdité de famille. Quand j'ai voulu avoir un enfant, je me suis questionnée sur ma capacité d'être mère. Moi aussi, je me suis dit, est-ce que je vais entendre pleurer mon bébé? Est-ce que j'ai pour me réveiller s'il a un problème? Et j'avais une amie avec la même surdité qui est tombée enceinte en même temps, et qui avait les mêmes questions, qui avait les mêmes angoisses. Donc, toutes dans notre mesure, on va être confronté à cette idée de est-ce que je vais être capable d'être une bonne mère? Et nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse le choix, effectivement. Qu'on nous laisse le choix et que la société ne vienne pas questionner ce dont on est capable ou pas. Oui, et puis on parle aussi à des instants T, quoi. Enfin, c'est-à-dire on a des perceptions et des accueils du handicap et de la vie et des sujets, des projets, des problématiques à un instant T, et on est comme on est, on prend une décision aussi à un instant T, et ça veut pas dire que 3 jours après, 10 ans plus tard, on la regrette ou on revient dessus ou au contraire on reste dessus. C'est voilà, tout est aussi impermanent, quoi. Une intervention et une autre là-bas. Alors, une des choses qu'on dit à un papa valide, par exemple, allez, si vous voulez être un bon allié, soyez plus impliqué dans l'éducation de vos enfants, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais par exemple, une personne, enfin un homme qui n'est pas valide, un homme handicapé, quel conseil vous auriez à lui donner pour être un bon allié du féminisme? Alors c'est vrai que je crois que ça revient sur une question que tu as posée tout à l'heure, parce qu'effectivement les hommes handicapés peuvent être machistes. Les hommes handicapés peuvent avoir c'est la question en fait, c'est on peut avoir les mêmes défauts, on peut être totalement rempli de préjugés sur plein de questions. Et je pense que comme dans toutes les luttes, c'est la meilleure chose, c'est en fait souvent on dit de s'éduquer soi-même, parce que souvent on remarque, je parle principalement des couples hétéros, que souvent la femme a une charge un peu d'éducation en fait au niveau de ces questions-là vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire que si elle estime qu'il y a des inégalités dans son couple, elle va se mettre en charge d'éduquer le conjoint pour pour faire cesser ces inégalités. Et en fait, c'est un travail, c'est usant. C'est usant d'être dans un couple hétéro. C'est une charge. C'est une charge mentale. C'est une charge mentale. C'est une charge mentale. Donc en fait, ce qu'on aimerait dans ces cas-là, c'est que les hommes s'éduquent eux-mêmes. En fait, on aimerait qu'ils ouvrent un livre, qu'ils ouvrent un site internet, qu'ils aillent chercher des réponses par eux-mêmes, parce que c'est vrai que au sein d'un couple, ça peut être extrêmement usant. Je peux parler du podcast des couilles sur la table, sur la masculinité. Je pense que c'est accessible à plein de gens, et je trouve que le discours est assez intéressant pour la question de s'éduquer soi-même. Et je plus sois ton idée de s'éduquer et de pas attendre que les autres nous apprennent comment faire. La virilité et l'handicap, tout à fait, avec Charlotte Puiseau qui est intervenante, et dans lequel, à la fin, nous sommes recommandés. Et pour boucler la boucle, en fait, c'est le podcast Les couilles sur la table qui m'a donné envie de créer Dear Valley People. Donc, voilà, on est sur un cercle complet. Ok, ça sera la dernière intervention. Merci à nouveau. C'est quelque chose que j'ai jamais exprimé. Je vais le dire là pour la première fois avec tout ce qui a été dit par rapport à la parentalité. Je me dis que ce serait enfin temps que les parents qui ont plusieurs enfants handicapés, que ce soit à la naissance ou pas, parce que dans mon cas, pour ma sœur, c'était pas à la naissance, c'était à cause d'un accident. Et moi, je suis née après. C'est que
les parents puissent être suivis ou accompagnés pour faire en sorte de déjà déconstruire leur propre validisme vis-à-vis de l'enfant en situation d'handicap et aussi de l'autre enfant valide, parce que ça va impacter à jamais et la construction identitaire des deux ou plusieurs enfants, et aussi la relation entre l'enfant handicapé et le frère ou la sœur valide. Parce que ça, c'est un truc hyper complexe, parce que du coup, il va y avoir un enfant qui va être hyper responsabilisé très très jeune, et l'autre qui va être infantilisé, même quand il ou elle va devenir adulte. Enfin, voilà, c'est un truc qu'on s'en sort pas, même quand on est adulte, et ça complique beaucoup aussi la relation frères et sœurs, handicapés ou pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui manque, et que moi j'aurais beaucoup aimé que mes parents aient ça, parce que ça aurait réglé pas mal de soucis. Mais c'est une question que... Moi, voilà. J'ajouterais aussi peut-être la question de culpabilité qui, à un moment, leur est renvoyée par la société, qui n'est pas réelle, mais le sentiment, il est réel. Ils ne sont pas coupables, mais ils se sentent coupables, en tout cas. Et je pense que ce qui devrait être développé aussi davantage en France, c'est les rencontres entre personnes qui sont aidantes, accompagnantes, familles d'eux. Et dans le cas du handicap, il va y avoir beaucoup... Alors je parle aussi sous ton contrôle, mais il va y avoir beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'enfant en situation de handicap. Et finalement, l'équilibre psychique des accompagnants, c'est un peu oublié. Et je pense qu'il faudrait en effet qu'il puisse y avoir, ne serait-ce que des groupes de rencontres entre pairs, PAIRS, peut-être pour partager des expériences ou en effet des accompagnements par des spécialistes pour pouvoir justement avoir enlever cette charge qui leur incombe. J'ai un peu l'impression en fait que quand on parle des enfants handicapés, c'est un peu soit ils restent dans leur famille et les parents se débrouillent, soit ils sont en institution. Et en fait, les parents sont pas accompagnés. Et moi, je rêverais d'une société idéale où toutes les personnes qui s'occupent, qui sont autour des enfants handicapés dès la naissance, soient formées au validisme. Et je vois par exemple un autre exemple au-delà des parents, les AESH. Les AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école, ils sont pas du tout formés. Mais ni payés. Ni payés, ni rien d'ailleurs, les pauvres. Et donc, moi je rêverais que les AESH soient formés à la question du handicap, vraiment aux enjeux profonds, soient formés au validisme, aux discriminations. Parce que ce sont des personnes qui font ça comme un petit complément de salaire, mais derrière, ils n'ont pas de formation. Et en tant que parents, on n'est pas formé à ça non plus. On n'est pas préparé à avoir un enfant handicapé. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir. Et souvent, on fait au mieux qu'on peut. Donc là encore, faut pas culpabiliser. Mais moi, je rêverais de personnes qui aillent dans les familles comme ça, de façon non intrusive, pour essayer d'aider les parents à mieux comprendre le handicap de leurs enfants, à mieux le préparer à sa vie future, et à l'aider en fonction, de ses problématiques spécifiques, quoi. Ça, ce serait idéal. Ah là 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 là. Interdiction si elle dure moins de 10 secondes. Ok. C'est très vrai. Et quelle est l'étape, l'interlocuteur au niveau politique que vous avez pour faire remonter ces observations si justes? Alors, on a tendance à penser qu'on est impuissant, mais parfois, quand on se plaint beaucoup, ça marche. Je vais vous donner un exemple très précis. Vous connaissez la hache, il y a beaucoup de personnes qui ici certainement l'allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé. Et pendant longtemps, elle a été conjugalisée, cette aide. Et en fait, il y a eu une pétition sur le site du Sénat, et les militants anti-validistes ont énormément fait de bruit, notamment notre asso, sur cette pétition, et on n'a pas arrêté de faire du bruit sur il faut déconjugaliser la hache pour que les revenus ne dépendent pas du conjoint, parce que notamment par exemple pour le cas d'une femme qui est maltraitée par son conjoint, si elle est dépendante financièrement, pour sortir de là, c'est l'enfer. Donc c'est une violence d'État en fait de conjugaliser une aide comme la hache. Donc on a fait énormément de bruit, et quand sont arrivées les présidentielles, tous les candidats aux élections présidentielles avaient marqué dans leur volet handicap, souvent c'était la seule mesure parce qu'ils n'avaient pas beaucoup réfléchi, ils avaient marqué déconjugalisation de la hache, à part Macron parce qu'il l'a fait après. Donc voilà, c'était sur tous les programmes des candidats. Donc parfois, on fait du bruit, ça marche. 1er octobre 2023,
C'est bon. C'est ça. Béatrice, Pauline, merci infiniment. Merci à vous. De votre présence, de votre participation. Vous pourrez, on mettra plein de liens de podcasts, des émissions, toutes les docs, les ressources aussi dont vous nous avez parlé sur le podcast. Donc pour rappel, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur YouTube, où il y aura l'épisode, la conférence qui sera mise en ligne en podcast, et nous suivre, partager, commenter, nous écrire, nous dire que c'est trop bien, ou nous dire au contraire qu'il faudrait qu'on fasse un sujet sur telle ou telle thématique. On voit que les thématiques, elles sont transversales et qu'il y a des sujets qui reviennent, et voilà, stay in touch, stay tuned, c'est ça là. Stay in touch pour la rentrée, car on ne s'arrête pas là. En attendant, bel été et merci infiniment de votre participation. Merci. Dear Valid people. Valid people.